Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter une partie des résultats que l'on a obtenus dans le cadre de ce projet. Ce projet, son titre, c'est Modification de l'alimentation, de l'activité physique et des modes de vie des Peuls au Sénégal selon un gradient de sédentarisation. C'est un projet qui est résolument interdisciplinaire et que nous avons monté grâce à un consortium de physiologistes, de médecins, d'ingénieurs chimistes et physiciens et d'anthropologues bioculturels. Alors, le contexte global de cette étude, c'est quoi? Eh bien, c'est l'évolution de la prévalence de l'obésité dans le monde, augmentation de la prévalence qui était relativement exponentielle, avec des cas dans les années 75 qui concernaient principalement les pays industriels du Nord. Et puis, très rapidement, on a vu une évolution qui a concerné l'ensemble de la planète, y compris les pays en voie de développement. Et nous, ce qui nous intéresse au laboratoire, c'est d'étudier quels sont les déterminants et l'origine de cette régulation du poids défaillante. Alors, d'un point de vue thermodynamique, l'obésité est un problème extrêmement simple finalement, puisque tous les êtres vivants sont soumis aux lois de la thermodynamique, et en particulier la première, qui est la loi de la conservation de l'énergie. Et selon cette loi, on ne peut prendre du poids que si on a des apports caloriques qui dépassent la dépense énergétique. Et cette relation relativement simple, liée aux lois de la thermodynamique, n'empêche pas que la relation de régulation de ce qu'on appelle cette balance énergétique est particulièrement complexe, puisqu'elle inclut des variations au niveau de l'individu, que ce soit au niveau du métabolisme, de la régulation de l'appétit, de la génétique, et puis également d'autres types de déterminants qui, eux, sont plus environnementaux, tels que l'environnement bâti, mais également le niveau socio-culturel et économique. Et en fait, c'est la complexité de ces déterminants qui fait que finalement, la régulation du poids est et reste l'un des sujets les plus débattus et les plus étudiés dans la littérature scientifique sur l'obésité. Alors, on peut prendre un exemple très concret et relativement parlant pour démontrer un peu ce grand débat qui reste autour des causes de l'obésité. Et un des sujets qui nous intéresse, nous, particulièrement au laboratoire, c'est le niveau d'activité physique et l'activité physique au sens large. On sait très bien que dans les années 1900 jusqu'aux années 2000, il y a eu des transitions extrêmement fortes dans la pratique de l'activité physique, que ce soit au niveau du loisir, du travail et des déplacements, et avec des niveaux extrêmes de sédentarité que l'on obtient maintenant dans les années 2000. Et en fait, on sait également… Ok, écoutez, désolé pour ce problème technique. Donc, je vous parlais de l'évolution du niveau d'activité physique qui a particulièrement été modifié à partir des années 1900. Et effectivement, si on regarde un petit peu ce qui se passe, surtout après les années 1950, à partir d'un processus que l'on appelle la grande accélération, on voit bien qu'il y a une évolution très importante de la population urbaine, des modes de transport véhiculés économiseurs d'énergie, et puis également une augmentation exponentielle dans la présence de fast-food qui ont complètement modifié les apports caloriques vers des aliments plutôt riches en lipides et hypercaloriques. Et malgré ces modifications extrêmement importantes, il est relativement intéressant de constater que le rôle de l'activité physique dans la régulation du poids reste un des sujets qui est les plus débattus dans la nutrition clinique à l'heure actuelle. Ce que l'on sait, par exemple, c'est que de manière très claire, la pratique d'un sport sous forme de réentraînement n'entraîne pas une augmentation, une perte de poids significative au-delà de 3 kg jusqu'à 1 an chez des sujets obèses. Et des données très récentes montrent également qu'il reste un débat très important dans la littérature, où je vous ai montré 2 exemples d'affrontements d'experts relativement connus sur le domaine, comme Emile Luc et Stephen Blair, qui s'affrontent sur des questions de données expérimentales et du rôle de l'activité physique dans la prévention de l'activité physique. Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'on a des difficultés à montrer un rôle de l'activité physique ou d'autres déterminants dans la prise de poids? Tout simplement, une première raison, c'est la complexité des déterminants qui nécessitent des approches interdisciplinaires et qui restent à ce jour compliquées à mettre en œuvre. Après, une autre façon de voir la problématique, c'est que finalement, nos populations ont atteint ce que l'on appelle des niveaux de transition épidémiologique extrêmes, au-delà desquels il n'est plus possible de montrer l'impact de différents déterminants. Alors, cette transition épidémiologique que l'on observe dans les pays industrialisés, que je vous ai présenté sur la partie droite,
c'est finalement au cours du processus d'industrialisation une diminution progressive des taux de mortalité liés aux maladies transmissibles avec une augmentation concomitante de la taux de mortalité des maladies non transmissibles comme l'obésité. Et effectivement, pour pouvoir comprendre quels sont les déterminants impliqués dans la prise de poids, surtout quand ils sont complexes, il faudrait être capable de remonter dans le temps au moment où l'ensemble de ces différents déterminants et facteurs se mettent en place de manière séquentielle. Alors bien évidemment, ceci n'est pas possible, mais une alternative serait d'étudier des populations qui, elles, sont à des stades précoces de leur transition épidémiologique. Et c'est le cas de l'étude que nous avons menée aujourd'hui en nous intéressant à la population Peul du Ferlo qui vit dans le nord du Sénégal. Alors cette population est particulièrement intéressante car si vous regardez la figure en bas à gauche, vous voyez que parmi les différentes populations qui ont été étudiées dans le monde, que ce soit des chasseurs-cueilleurs, des éleveurs, des agriculteurs ou voire même des populations industrielles, les Peuls sont parmi les populations qui présentent un indice de masse corporelle le plus faible. Ces Peuls sont relativement originaux comme population dans la mesure où ils vivent dans des campements dispersés dans la savane, ils vivent sans eau et sans électricité et souvent les campements sont à plus de 20-30 km du premier point d'eau. Ce sont des éleveurs semi-nomades qui réalisent des centaines de kilomètres en période sèche pour emmener leurs animaux boire au niveau des points d'eau ou trouver de la pâture relativement verte et nutritive. Toutefois, ce qui est intéressant avec cette population, c'est que certains Peuls se sont sédentarisés autour des points d'eau qui sont présents sous forme de puits tous les 30 km dans la savane, autour de villages, et ont commencé à modifier un petit peu leur culture avec le développement et la mise en œuvre de marchés communaux et d'une économie un peu nouvelle pour cette population. Et enfin, il existe également des Peuls qui, eux, ont migré complètement à la capitale, en milieu ultra-urbain, à Dakar. Donc, nous disposons donc d'une même population avec une même origine génétique, mais qui finalement est disponible et présente à différents stades de sa transition épidémiologique, ce qui nous permet, nous, de pouvoir tester à différentes échelles l'impact de différents facteurs dans la régulation du poids avec un suivi à moyen terme de cette population. Ça se traduit, ce type de degré d'urbanisation, sur la prévalence du surpoids et de l'obésité. Donc là, c'est toute population confondue au Sénégal, et où on voit bien finalement que la prévalence de l'obésité est bien plus élevée chez les femmes comme chez les hommes lorsqu'ils vivent en milieu urbain par rapport aux milieux ruraux. Alors nous, l'objectif dans l'étude que l'on a mise en œuvre, c'était vraiment d'étudier la population des Peuls à différents niveaux de leur transition épidémiologique, c'est-à-dire objectiver à travers différents niveaux de sédentarisation et d'urbanisme pour étudier l'impact des changements culturels et des modes de vie, de l'alimentation et de l'activité physique sur la régulation du poids et la santé métabolique, et à terme essayer de trouver de nouvelles stratégies de prévention de l'obésité dans un futur relativement éloigné. La méthodologie que nous avons mise en place, c'est une méthodologie relativement interdisciplinaire qui a fait appel à des mesures de comportement particuliers pour ce qui concerne l'activité physique et l'alimentation à travers l'accélérométrie 3D, des questionnaires comme Laure vous en a parlé, et également des profils trophiques obtenus grâce à l'enrichissement en carbone 15 et en carbone 13 et en azote 15 dans les cheveux. Les modes de vie et les perceptions ont été mesurés par des approches d'anthropologie bioculturelle à travers des techniques de focus group et de questionnaires. Et après, en termes de physiologie, nous nous sommes intéressés à la composition corporelle à travers l'impédancemétrie, la dépense énergétique totale grâce à une technique que l'on appelle l'eau doublement marquée et qui permet de mesurer la dépense énergétique totale en milieu de vie libre grâce à des isotopes stables. Et enfin, la mesure de calorimétrie indirecte pour mesurer le métabolisme de repos. La population que nous avons étudiée était issue d'une base de données créée en 2014 dans le cadre d'un observatoire au milieu du LABEX DREAM piloté par le CNRS au Sénégal, base de données qui correspondait à 500 hommes en rural et 1000 hommes à Dakar, hommes et femmes, pardon. Et cette étude que je vous présente aujourd'hui correspond à l'échantillonnage que nous avons réalisé en 2016 dans une prémanip et en 2018 sur 107 sujets.
Vous avez ici les résultats de la composition corporelle et des dépenses énergétiques, qui est relativement simple dans la mesure où nous n'avons pas observé de différence significative entre le milieu rural et le milieu urbain, que ce soit au niveau du poids, de la masse maigre, de la masse grasse, mais également au niveau des dépenses énergétiques. La dépense énergétique totale normalisée sur le poids était similaire, le métabolisme de repos normalisé sur la masse maigre était similaire entre les deux populations, et la dépense énergétique liée à l'activité physique normalisée au poids était également similaire entre les populations urbaines et rurales. Ce qui est intéressant de remarquer à ce niveau-là, et c'est ce que je vous ai indiqué avec les petites flèches bleues, on voit bien que le niveau d'activité physique des populations peules dans ces deux localisations était finalement équivalente à celle de la population française sédentaire, chez laquelle nous avons réintroduit un niveau d'activité physique correspondant aux recommandations actuelles sur l'activité physique. Donc nous avons tout de même une population qui est active. Les résultats que nous avons obtenus cette fois-ci sur les profils d'activité physique avec l'accélérométrie ont, eux, montré des résultats assez intéressants. Nous n'avons pas montré de différence significative dans le temps passé debout. En revanche, nous avons observé des différences significatives dans la position statique debout et le piétinement marche-course, à savoir que les urbains passaient plus de temps en position statique debout. En revanche, ils passaient moins de temps à piétiner et à lors d'exercices de marche ou de course. Donc nous avions bien une population qui était plus dynamique en milieu rural. Pour ce qui concerne les cadences élevées, donc qui sont des proxys, des activités modérées à intenses avec un nombre de pas supérieur à 100 par minute, le pic des cadences sur 60 minutes, qui est plutôt un comportement normal, naturel des efforts tels qu'ils sont faits par la population, ou des épisodes de marche supérieurs à 10 minutes, marche-course, on s'aperçoit bien que des épisodes plus intenses de marche et de course sont présents en milieu rural. Enfin, quant à la sédentarité, puisque c'est un sujet de recherche qui est de plus en plus prégnant dans la littérature en ce moment, nous n'avons pas montré de différence significative dans le temps passé sédentaire. En revanche, pour les épisodes sédentaires supérieurs à 30 minutes ou le temps passé assis, avachi et sédentaire, il y avait une augmentation significative dans le milieu urbain par rapport au milieu rural, ce qui laissait supposer qu'il y avait plus de périodes sédentaires longues en milieu urbain. Alors, pour ce qui concerne les perceptions et les modes de vie, ce que nous avons montré, c'est que finalement, les entretiens ont apporté, on va dire, des informations relativement intéressantes, puisque vous voyez en milieu rural les entretiens qui ont été conduits permettent de voir que les populations sont bien conscientes des modifications récentes dans leur environnement et de leur type d'activité physique, voire même ils reflètent bien le fait que maintenant les hommes de 30 ans, c'est comme s'ils avaient 50 ans, puisqu'ils sont trop sédentaires et que leur corps renferme que des maladies. Et ça, c'est très important car c'est vraiment un concept et une pensée que l'ensemble de la population a. Et en milieu urbain, on voit bien que les conditions ne sont pas réunies pour pratiquer du sport à proprement parler et que nous sommes tous entourés de maisons, de magasins, il n'y a pas d'espace et même si vous voulez marcher, il n'y a pas de trottoir. Vous vous glissez entre les gens avec le risque d'être heurté par des véhicules. Donc on voit bien que même dans les perceptions, les transitions du mode de vie sont d'ores et déjà en place. Elles sont certes récentes puisqu'elles sont à l'échelle de la génération, mais elles sont d'ores et déjà en place. Alors, pour ce qui concerne l'alimentation, les données que nous disposions pour l'alimentation datent des années 80 avec les études de Lorstrom. Et on voit bien qu'à l'époque, la population avait des repas extrêmement frugaux, constitués d'haricots secs, de mil et de produits laitiers, ce qui correspondait à une alimentation peu diversifiée et une malnutrition souvent chronique. Et avec la mondialisation des échanges, dans les années 2000, il y a eu des shifts absolument majeurs dans les types d'aliments qu'ils ont consommés. Et vous voyez bien qu'en milieu rural, dans les marchés locaux, ils ont maintenant accès à du pain, à des pâtes, à des brisures de riz qui sont en provenance d'Asie. Ils ont découvert les bouillons magie extrêmement salée, l'huile de palme, et ils ont adopté des modes de consommation qui sont extrêmement riches en termes de densité énergétique, puisque vous voyez, la recette classique pour le repas standard, c'est 500 ml d'huile
pour 10 personnes, plus du bouillon Maggi, et que pour le thé qui est consommé 4 fois par jour, on consomme jusqu'à 500 grammes de sucre pour 10 personnes. Donc on fait vraiment face à un shift majeur dans l'alimentation vers des produits qui sont hypercaloriques, hyperlipidiques, hyperglucidiques. Il y a quand même eu une modification majeure qui est particulièrement intéressante et qui s'est mise en place en 2008. C'est l'adoption par l'ensemble des pays africains que vous avez représentés sur cette trame verte de la construction de la Grande Muraille Verte. Donc, la Grande Muraille Verte est une initiative qui vise à assurer une reforestation de la zone subsahélienne pour s'opposer à la désertification. Et cette reforestation a impliqué la mise en place de nurseries pour planter des arbres à tous les niveaux sur plus de 6 km de transverse. Et en parallèle de ces nurseries, s'est mis en place des jardins communaux tenus par les femmes qui se sont mis à produire des fruits et des légumes qui sont vendus dans les différents marchés locaux et qui a conduit à l'inverse à une rediversification de l'alimentation à travers l'accessibilité de fruits et de légumes. Et effectivement, si on s'intéresse au profil trophique, donc mesuré à partir des cheveux en carbone 13 et en azote 15, on voit bien finalement que les deux populations sont relativement mélangées, que ce soit en urbain ou à Dakar, et correspondent à une alimentation maintenant que l'on pourrait qualifier d'omnivore. Alors, on continue à avoir quelques campements qui restent dans des apports qu'on pourrait qualifier de végétariens, mais grosso modo, on voit bien que le mix alimentaire lié à la transition nutritionnelle est d'ores et déjà en place. Et là aussi, on le retrouve au niveau des entretiens qui ont été conduits, puisque ça démontre bien que cette transition nutritionnelle est également relativement récente, même si bien perceptible par la population. Vous avez ici la phrase d'une dame qui dit « Avant, il n'y avait pas de riz, pas de viande et pas de légumes. Avant, il n'y avait pas de tension, donc c'est de l'hypertension artérielle. Nous mangions seulement de la bouillie, du mil et du couscous ou du lait caillé. » Voilà. Alors, les limitations de cette étude et puis les conclusions préliminaires. Alors, nous sommes un peu frustrés pour le moment parce que nous n'avons pas pu réaliser en raison de la crise sanitaire l'émission qui était prévue en 2020. Donc, ça ne nous a pas permis d'équilibrer nos effectifs et d'augmenter notre population comme cela a été prévu au départ. Ce qui est intéressant toutefois à noter, c'est que la transition épidémiologique dans cette population est extrêmement récente, ce qui permet de répondre relativement de manière intéressante à nos hypothèses et surtout d'initier un suivi à long terme de la population qui aura du sens. De manière similaire à Herman Ponzer, qui lui s'intéresse aux chercheurs-cueilleurs en Afrique de l'Est, les Hadza, nous pensons vraiment qu'étudier l'impact des changements globaux dans cette population sur l'évolution des modes de vie et différentes variables biologiques qui sont impliquées dans la régulation de la composition corporelle et de plus en plus sur la santé métabolique peut fournir des nouveaux schémas de compréhension à la fois dans l'étiologie de l'obésité et différents aspects du métabolisme. Et puis, la construction de la Grande Muraille Verte, par contre, nous offre une réelle opportunité pour étudier des stratégies de prévention à travers l'alimentation, l'économie et l'éducation qui sont en train de changer de manière assez dramatique là-bas. Alors, les perspectives, c'est quoi pour nous? C'est bien évidemment ce qui était prévu en 2020, c'est-à-dire d'élargir l'étude aux femmes et aux jeunes. Pourquoi? Parce que dans les activités physiques liées au mode de vie et à la subsistance, il y a de grosses différences liées au genre, avec les femmes et les jeunes qui s'intéressent beaucoup plus aux corvées d'eau, à la préparation des repas et à la recherche du bois de chauffe, quant aux hommes qui, eux, sont plus, bien sûr, impliqués dans les traitements faits aux troupeaux et le suivi lors des différentes transhumances qui, elles, sont fortement dépendantes des saisons, en particulier la période sèche où il y a des niveaux d'activité physique attendus, puisque cette transhumance peut conduire jusqu'à des déplacements sur 400 km non-stop pendant plusieurs mois. La deuxième perspective pour ce projet, c'est vraiment avec nos collègues anthropologues de nous intéresser aux changements climatiques, aux changements globaux, à la transition épidémiologique, pour comprendre le fonctionnement et l'évolution de ce socio-écosystème sahélien en mélangeant des experts de santé humaine, de santé végétale, de santé animale et d'écologues, pour vraiment développer une approche en écologie de la santé ou One Health qui est de plus en plus recommandée dans l'étude de ces systèmes complexes. Et ça, c'est en partie mis en place et soutenu grâce au LabEx Dream. Voilà.
Voilà. Alors pour finir, quelques remerciements. Nous avons 2 missions qui sont prévues en 2021 avec l'objectif de monter la population à plus de 300 individus étudiés, en particulier pour l'eau doublement marquée. On ne pourra probablement pas aller au-delà, mais tout en restant à 300 individus, ça représente la plus large population étudiée grâce à cette technique qui reste très chère en Europe et en Afrique. Et on va équiper autant que possible des accéléromètres sur la population au sens large avec des mesures de composition corporelle. Et nous tenions également à remercier vivement l'Institut Danone pour le soutien qu'il nous a octroyé, car ça a vraiment eu un effet levier majeur pour initier ce suivi à moyen terme de cette population de Peuls, puisque des suivis à moyen terme, ça reste vraiment des défis à la fois financiers et de mise en œuvre. Et grâce à ce soutien Danone, nous avons réussi à obtenir 2 post-docs dans le cadre du LabEx Dream, des projets financés, un prix de la Société française de nutrition et 2 projets soutenus dans le cadre de la mission pour l'interdisciplinarité, l'un en écologie de la santé et l'autre sur l'application des isotopes stables dans différentes disciplines. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Stéphane. Hop. Là, c'est bon. Oui, et voilà. Hop. Alors. Mais attends, laisse parler Eric. Demande au professeur Ruquier s'il a des questions, commentaires. Oui. Vous nous entendez, professeur Brucker? Je vois qu'on a des questions de l'auditoire. Peut-être si je peux commencer, est-ce que on a une idée de l'image corporelle de ces personnes aux fonctions? Quelle image ils ont de l'obésité? Quelle perception ils ont en fait du corps? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu étudier? Oui. Oui, tout à fait. Ça a été étudié en particulier par des postdocs. J'entends pas, hein. Ah. Vous m'entendez? Oui, tu aurais répondu que oui, nous entendons que ça vient d'Eric. Est-ce que vous m'entendez? Alors, oui, on vous entend, Stéphane, vous pouvez y aller. D'accord. Donc en fait, effectivement, cette question de représentation du corps est très importante. Elle a été étudiée en particulier par Emmanuel Cohen et puis Enguerrand Macia. En fait, elle est un peu compliquée parce que le peuple Peul se veut, de par sa philosophie de vie, un peuple frugal. Donc le peuple Peul va prôner une alimentation ascétique et un corps fin. En revanche, on note très clairement que cette représentation du corps change lorsque les individus migrent en ville et qui vont du coup se mixer avec les autres populations locales et tolérer dans leur représentation du corps des formats de corps plus ronds, plus gras, plus adipeux. Donc effectivement, il y a une modification qui se met en place et une acceptation d'un corps plus gras lorsqu'il y a une migration en milieu un peu plus urbain.